Cette fois-ci, on commence à 30, non? Ok. Alors, écoute, c'est 32, on va gentiment commencer. Donc voilà, merci à tout le monde d'être là. J'ai essayé d'aider un peu le programme des séminaires parce qu'on avait un petit trou aujourd'hui. Et donc, j'ai proposé à Caterina de vous parler de la pression intracrânienne. J'ai profité surtout parce qu'on vient de terminer un article de review qu'on a envoyé à Intensive Care Médecine. C'est un article invité. Ça a permis avec d'autres personnes de revoir certains concepts qui ont l'air toujours d'être faciles. Et parfois, c'est bien de les répéter parce que la pratique de tous les jours peut éventuellement aider à mieux comprendre pourquoi on mesure cette variable et comment on peut l'appliquer en pratique. J'ai beaucoup conflits d'intérêts, mais en tout cas, rien de très particulier sur la pression intracrânienne qui existe depuis plusieurs années, pour laquelle plus personne n'a vraiment besoin d'experts pour en parler. Ça, c'est un de l'AI qui vous montre un moniteur d'un patient avec une série de variables importantes, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, la température, et puis vous avez affiché la valeur de pression intracrânienne. Et pourquoi elle est important? Parce qu'en fait, depuis des décennies, les gens se sont rendus compte que une augmentation de la pression intracrânienne s'associait à un risque plus important de devenir défavorable. Et on a intégré cette variable dans la prise en charge des patients cérébro-lésiens en se disant, ben, si on arrive à faire baisser, à normaliser cette valeur, on va augmenter les probabilités que le patient cérébro-lésien puisse sortir vivant de la réanimation et avoir le moins de lésions neurologiques possibles. Alors, quand on approche une variable, il faut toujours comprendre qu'est-ce qu'on mesure. Alors, pourquoi on parle de pression intracrânienne? Parce que le crâne est une boîte fermée et à l'intérieur, il y a du volume. Si le crâne était vide, la pression intracrânienne serait zéro. Donc, dès que vous mettez quelque chose à l'intérieur, ça génère un certain volume et tout volume dans un système fermé va générer un certain degré de pression. Donc, je fais souvent, si vous avez un petit ballon en plastique qui est vide, qui est ouvert, et tout à fait à crapoter, il n'y a rien, pas d'air à l'intérieur, la pression, vous la mesurez, c'est la pression atmosphérique, c'est à zéro. Vous insoufflez un peu d'air, le ballon il commence à se gonfler, il reste bien souple, vous mesurez une pression, quelques millimètres de mercure. Vous soufflez le plus d'air que vous pouvez à l'intérieur, le ballon vient très très distendu, un peu rigide, encore le manipuler, et ça c'est le maximum d'air que vous pouvez mettre à l'intérieur. C'est un système dont le volume est tellement important que la pression à l'intérieur de ce système est très élevée. Eh bien, dans la boîte crânienne, c'est le même principe. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte crânienne? On a du parenchyme cérébral, du liquide céphalorachidien, du sang artériel et du sang veineux. Et depuis quelques années, on sait qu'il y a un peu de liquide dans l'espace interstitiel qui est réglé par le système lymphatique. Tous ces différents volumes mis ensemble génèrent une pression à l'intérieur de la tête. On va voir quelle est cette valeur en situation physiologique. Évidemment, vous comprenez bien que la contribution de chaque composant à la pression intracrânienne est totalement différent. La plupart du volume intracrânien est occupé par le parenchyme cérébral. Ça fait plus ou moins, si on compte à millilitres, entre 1800 et 2000 millilitres. Puis on a plus ou moins 150 millilitres d'LCR, dont la plupart est dans l'espace sous-arachnodien. On a 30 millilitres dans les ventricules et 120 éparpillés dans l'espace sous-arachnodien. On a plus ou moins 150 millilitres de sang, un tiers artériel, un tiers veineux, et on a un peu liquide interstitiel qui est manipulé par le système lymphatique. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'évidemment, vous voyez comme les différents composants ont un rôle important. Évidemment, le rôle de chacune de ces composants quand ils deviennent pathologiques est différent sous l'impact en termes de pression intracrânienne. Alors, quelle est la valeur normale? C'est-à-dire, moi, maintenant, dans mon cerveau, enfin, dans ma boîte crânienne, j'ai un peu de cerveau quand même, j'ai de l'LCR, du sang artériel veineux, un peu de système lymphatique. Quelle est ma pression intracrânienne maintenant? Parce que si on veut parler d'hypertension intracrânienne, il faut partir toujours des valeurs normales. Alors, je vous ai mis ici une référence qui a été publiée assez récemment, c'est une revue de la littérature, dont les mesures de pression intracrânienne faites par différents systèmes, pas tout le temps ceux qu'on utilise en réanimation, chez les sujets sains. Ils vous disent que la pression intracrânienne normale est entre 5 et 15 mm de mercure. Si on prend un patient
enfin une personne en bonne santé qui est dans un lit assis, calme, un peu dans le noir et qui est vraiment pas stressé du tout, la pression intracrânienne sera 5, 6, 7 mm de mercure. Pourquoi elle n'est pas 10, elle n'est pas 15, elle n'est pas 20? Parce que la pression intracrânienne, évidemment, qui ne peut pas être zéro parce qu'il y a du volume, ça fait aussi résistance à la perfusion cérébrale. Si la pression dans la boîte crânienne augmente, le sang qui vient des carotides et des vertébrales aura du mal à rentrer dans le cerveau. Et donc, dans le système de développement des espèces, on a un système qui nous permet d'avoir suffisamment de place à l'intérieur de la boîte crânienne pour que la pression soit la plus basse possible, que ça n'interfère pas avec la perfusion cérébrale. Donc, normalement, notre pression intracrânienne est à 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'elle peut monter? Évidemment qu'elle peut monter. Elle peut monter à 10, 15, 25, 20, 25, 30 même, quand on s'énerve, quand on a différents aspects dans notre vie tous les jours, mais l'avantage qu'elle revient très rapidement à la valeur de base. Pourquoi? Parce que notre corps qui est bien développé a des systèmes de compensation qui permettent à cette valeur de pression de rester tout le temps le plus bas possible pour privilégier la perfusion cérébrale. Alors, vous comprenez bien aussi que quand la pression intracrânienne va se lever, il va se lever parce qu'il y a une anomalie dans une des différents composants. Et donc, qu'est-ce qui fait augmenter la pression intracrânienne? C'est l'augmentation du volume cérébral. C'est ce qu'on appelle un édème cérébral. Après, si on veut rentrer dans les détails, l'édème cérébral, il peut être vasogénique, du liquide qui passe du compartiment vasculaire à l'interstitiel, et de l'édème cytopathique ou intracellulaire, c'est le liquide qui rentre dans la cellule. Est-ce qu'il est vraiment important de le savoir? Techniquement parlant, oui. Pratiquement parlant, on ne sait pas différencier un de l'autre. Mais si le liquide dans l'interstitium, il est plus facilement traitable que du liquide accumulé en intracellulaire. Donc l'édème cérébral, qu'on dit en général l'édème cérébral, c'est une composante d'accumulation de liquide interstitiel et cellulaire qui contribue à l'augmentation du volume du cerveau. Si on a trop d'ulcères, on appelle ça de l'hydrocéphalie. Si on a trop de sang artériel, on appelle ça l'hyperémie. L'exemple le plus classique, c'est le patient qui vient à l'hôpital avec une pression artérielle très élevée et qui a mal à la tête. C'est quoi la crise hypertensive? C'est l'hypertension artérielle qui dilate tellement les vaisseaux intracrâniens, qui augmente le contenu artériel du volume artériel à l'intérieur de la boîte crânienne, qui va détirer les méninges et qui donne des maux de tête. Un excès de sang veineux, une obstruction du sang veineux, on l'observe par exemple dans les thromboses du système veineux intracrânien. Et le système lymphatique, on ne sait pas très bien, parce qu'en fait, c'est très peu étudié. Vous voyez, chaque composante peut engendrer un mécanisme différent qui fait monter la pression intracrânienne. Évidemment, on rajoute à ça l'intrus, qui est l'effet de masse. Tout ce qui n'est pas censé être là, l'hématome, la tumeur, l'abcès, tout ce qui se rajoute à ce volume contribue à augmenter la pression intracrânienne. Alors, est-ce que chaque modification de volume intracrânien va engendrer une hypertension intracrânienne? Évidemment que non. On l'observe typiquement chez les tumeurs, les gens qui arrivent à l'hôpital avec une énorme tumeur cérébrale qui devient symptomatique parfois des mois après. Comment est-il possible? Eh bien, parce que notre système, encore une fois, est suffisamment intelligent, il a déjà assez de place de la boîte crânienne pour accueillir un peu plus de volume que d'habitude, sans que la pression monte de masse, et surtout, on a des mécanismes de compensation. Quand un de ces composantes est altéré, il y en a d'autres qui peuvent compenser, qui laissent la place pour que la pression ne monte pas. Quels sont les mécanismes de compensation naturels que nous avons? Un, le liquide céphalorachidien qui est chassé des ventricules vers l'espace spinal. Il est chassé à l'extérieur de la boîte crânienne. Deux, le sang veineux, c'est 2/3 du sang, du volume vasculaire sanguin intracérébral, qui est donc chassé des sinus vers la jugulaire, vers le thorax. Ça, c'est les deux façons de laquelle nous pouvons facilement compenser une augmentation des volumes du parenchyme cérébral, du sang artériel ou un effet de masse. Évidemment, ce n'est pas des mécanismes qui peuvent compenser à l'infini. Quand ils sont épuisés, la pression, évidemment, elle va augmenter de façon importante. Est-ce qu'il y a un effet des variables systémiques sous la pression intracrânienne? Est-ce qu'elle est modifiée? Est-ce que les variables systémiques, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du cerveau, peut influencer aussi la pression intracrânienne? La réponse est oui.
quand on regarde, on va mesurer, on va avoir un patient qui a une hypertension intracrânienne, ce n'est pas tout le temps le cerveau qui gonfle tout seul, un problème de sang veineux tout seul, mais il y a beaucoup de facteurs externes qui vont influencer et altérer cet équilibre de différentes composantes intracrâniennes. Par exemple, une anémie, elle pourrait théoriquement faire monter la pression intracrânienne par un mécanisme qui est l'augmentation compensatoire du débit cérébral. Quand on est anémique, on n'a pas assez d'hémoglobine, on n'a pas assez d'oxygène, et pour compenser la réduction du contenu artériel d'oxygène, il y a un phénomène de vasodilatation. On augmente le débit artériel local et l'augmentation du volume du sang artériel va augmenter une des composantes de la pression intracrânienne, et chez un patient cérébrolésé, ça peut contribuer à faire monter la pression. Par le même mécanisme, l'hypoxémie va augmenter le volume artériel intracrânien. La modification du sodium, surtout l'hyponatrémie, va augmenter le contenu artériel dans la cellule. Vous savez que l'eau, elle va suivre le sodium. Beaucoup de sodium en extracellulaire, l'eau, elle sort. Peu de sodium extracellulaire, l'eau, elle rentre dans la cellule. Et donc, l'hyponatrémie peut favoriser l'augmentation du volume intracrânien. La température et l'inconfort du patient, l'agitation, augmentent le besoin métabolique. Plus de métabolisme égale plus d'oxygène requis, donc vasodilatation pour augmenter le débit local, plus de volume intra-artériel, plus de pression intracrânienne. La pression artérielle trop élevée, ça peut faire augmenter la pression intracrânienne, et vous savez très bien que la PaCO2, surtout quand elle est élevée, vasodilate les vaisseaux, et ça contribue à augmenter la pression intracrânienne. Pourquoi je vous montre cela? Parce que chaque fois qu'on va voir un patient qui a une hypertension intracrânienne, il ne faut pas directement donner un traitement spécifique si on n'a pas vérifié des facteurs confondants facilement identifiables extracrâniens qui, corrigés, contribuent à remettre la valeur de pression intracrânienne dans des ranges de normalité. L'autre chose que vous voyez déjà, c'est comme il y a des facteurs qui contribuent à monter la pression intracrânienne, il y en a d'autres extérieurs qui vont contribuer à la diminuer. Par exemple, l'excitation du patient contribue à monter la pression intracrânienne, la sédation du patient, l'effet inverse, contribue à baisser la pression intracrânienne. L'hypercapnie augmente la pression, l'hypocapnie baisse la pression. Donc, cet effet systémique sous la pression intracrânienne sont à la fois importants pour détecter le mécanisme qui fait que la pression s'élève, et dans certains patients sont aussi utilisés pour baisser de façon thérapeutique l'augmentation de pression intracrânienne. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, la question est comment on définit une hypertension intracrânienne? Comment on définit une valeur de pression au-delà duquel on doit commencer à s'inquiéter? Et dans les bouquins, on a toujours des valeurs qui sont proposées 20 mm de mercure, 22 mm de mercure, 25 mm de mercure. Vous avez très bien compris de la physiologie que l'hypertension intracrânienne, c'est toute pression qui dépasse les 15 mm de mercure de façon prolongée. J'insiste. 15 mm de mercure, parce qu'on ne trouve pas ça chez une personne normale, et de façon prolongée, c'est-à-dire que quand la pression s'élève, il n'y a aucun mécanisme qui compense pour qu'elle revienne rapidement chez des valeurs normales, comme ça arrive chez n'importe qui ici, dans cette pièce. Quand elle dépasse les 15, de façon permanente ou prolongée, c'est l'hypertension intracrânienne. Alors pourquoi on utilise le 20, le 22, le 25? Parce qu'évidemment, le 20, le 22, le 25, c'est quoi? C'est un niveau tel d'hypertension intracrânienne qui s'associe aux études de registre à un risque plus élevé que le patient ait un devenir défavorable. Donc le 20 ou le 22 qu'on voit, ce n'est pas une définition d'hypertension intracrânienne, mais à un niveau d'hypertension intracrânienne tel que, si pas traité, augmente le risque que le patient ait un devenir défavorable. Donc c'est un indice de sévérité, mais ce n'est pas la définition de l'hypertension intracrânienne. Et théoriquement, ce que nous, on aurait besoin de savoir pour décider si traiter ou pas un patient, ce n'est pas une valeur isolée, mais de comprendre si les mécanismes de compensation ils sont dépassés ou pas dépassés. Alors, on n'a pas assez de temps pour en parler, mais vous comprenez bien que si vous gérez aujourd'hui un RDS au lit du patient, ce n'est pas prescrit le volume courant et vous ne regardez pas les pressions. Vous regardez le volume administré au malade et vous regardez le DFKP, le driving pressure, qui est une idée indirecte de la compréhension du poumon. On donne un volume, ce volume donne une différence de pression à l'intérieur du poumon
Avec ça, on calcule une compliance. Il n'y a personne au monde aujourd'hui qui va gérer un RDS en réglant le volume sans regarder les pressions et vice-versa. Eh ben, théoriquement, au niveau cérébral, c'est la même chose. Pour comprendre si un cerveau il est compliant ou pas compliant, ça m'intéresserait de comprendre si, à chaque modification du volume intracrânien, la pression ne se modifie pas beaucoup, le système il est compliant, ou il se modifie, énormément. Le système il n'est pas compliant. Évidemment, la différence avec un poumon et le cerveau, c'est qu'on peut facilement mesurer les pressions, mais on ne peut pas mesurer les volumes. Et donc aujourd'hui, nous sommes encore, après 60 ans de recherche, avec l'utilisation d'une valeur isolée des pressions intracrâniennes, alors que cette pression intracrânienne, elle ne nous dit pas si le cerveau il est compliant, on ne doit pas traiter, ou pas compliant du tout, on devrait traiter. Après avoir parlé de la définition de l'hypertension intracrânienne, on doit pouvoir mesurer. Comment on mesure une pression intracrânienne? Bon, ce n'est pas compliqué. Pour mesurer une pression intracrânienne, théoriquement, on devrait mettre un cathéter intracrânien, comme on mesure une pression artérielle avec un système de mesure intra-artérielle. Alors, est-ce que le cathéter intracrânien, il est parfait? Non, on peut dire que c'est le moins pire. Pourquoi? Parce qu'il vous donne une valeur de pression à l'endroit où il est mesuré, mais il ne vous dit pas si ce niveau de pression représente l'entièreté des pressions à l'intérieur de la boîte crânienne. Je fais l'exemple ici d'un patient qui a un processus focal. Si vous mettez le cathéter ici, la pression sera plus élevée que la pression là. Vous voyez, le cerveau est en train de pousser ici vers l'autre côté. Donc l'endroit, quand on a des pathologies focales, la mesure de pression intracrânienne, elle peut être différente en fonction de l'endroit du cerveau qu'on mesure. C'est une des limitations par ailleurs de la mesure de pression intracrânienne. Et donc, la pression en tant que telle, elle doit toujours être interprétée en fonction de la pathologie, focale ou non, et de l'endroit où on la mesure. Mais surtout, le problème est que pour mesurer une pression intracrânienne, il faut mettre un capteur à l'intérieur de la tête. Ce n'est pas un geste anodin. Il faut mettre un cathéter à l'intérieur de la tête. Mais non, on ne va pas proposer une chirurgie, un truc invasif à tout patient, surtout les patients qui sont cliniquement évaluables. Donc, on doit sélectionner les malades pour lesquels un monitoring invasif de pression intracrânienne serait plus intéressant en termes diagnostiques et thérapeutiques que le patient cérébralisé tout venant. Alors, comment on sélectionne les meilleurs candidats à monitoring de pression intracrânienne? Les gens vous diront il faut regarder la clinique. Ce qui n'est pas faux. Là, il est conscient, il a un peu mal à la tête, il faut utiliser la clinique, commence à avoir la vision trouble, difficile, commence à être altéré au niveau de l'état de conscience, je m'inquiète. Il ne faut pas attendre la mydriase réflectique pour mesurer la pression. C'est déjà trop tard. Le cerveau est déjà engagé dans le tronc cérébral. Donc, c'est quelque part, au moment où la conscience commence à être perturbée, où le monitoring de pression intracrânienne pourrait être intéressant. Quand on regarde toutes les recommandations actuellement présentes pour dire qui il faut monitorer, déjà, la plupart des littératures vient du trauma crânien, donc on ne sait pas si c'est valable pour tout le monde, et ils vous montrent souvent quelque chose comme ça. Par exemple, il faut mettre un monitoring invasif de pression intracrânienne chez un traumatisé crânien quand il a un Glasgow inférieur à 9, qui définit le trauma sévère. Il y a des signes de réponse motrice altérée, il a plus que 40 ans, il a une hypotension artérielle. Pour tout patient, il a un scanner pathologique. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est des critères basés sur des études de registre. Est-ce que tout ça s'applique aux maladies non traumatiques? On ne sait pas. La plupart de la littérature aujourd'hui de la pression intracrânienne et le monitoring vient du trauma crânien. Est-ce que l'imagerie cérébrale peut nous aider? Si vous avez un cerveau comme ça et des gros ventricules, dites une hydrocéphalie, ce patient il n'est pas bien, il y a des chances qu'en mettant un cathéter là-dedans, dans le LCR, il puisse s'améliorer par la suite. Et si vous avez un scanner comme celui-là que j'ai montré tout à l'heure, vous voyez que par rapport à la ligne médiane, le cerveau est en train de shifter d'un côté à l'autre, un truc qui pousse vers l'autre côté. Eh bien, c'est un signe indirect qu'il y a une pression focale qui est en train de se produire qui va altérer l'anomalie structurelle du cerveau. C'est un signe indirect d'hypertension intracrânienne. Ça pourrait être un outil qui est utilisé souvent pour dire ce malade comme ça, je vais certainement lui mettre un cathéter pour monitoriser la pression. Et beaucoup de collègues, ils utilisent des signes indirects d'hypertension intracrânienne qui sont, il n'y a plus d'espace visible entre le tronc cérébral et le parenchyme cérébral. Normalement, il y a de l'LCR ici. Pourquoi? Parce que tout le CR, il est chassé vers le bas
pour compenser la pression élevée. Donc, le fait qu'il n'y ait plus d'ulcère visible ici, les citernes qui sont totalement remplies, c'est un signe indirect que le cerveau a déjà fait le maximum pour compenser. La même chose quand on ne voit plus les ventricules cérébraux, où tout l'ulcère dans les ventricules est chassé vers le bas. Est-ce que l'imagerie est un bon outil aujourd'hui pour identifier le patient d'une hypertension intracrânienne? La meilleure réponse que nous avons, c'est l'étude qui s'appelle BEST-STREET, qui a comparé, il y a 14 ans, une stratégie basée sur le monitoring de la pression intracrânienne versus scanner, examen clinique en Amérique du Sud. Quand ils avaient utilisé les mêmes critères de sélection pour mettre un cathéter intracrânien chez les gens qui avaient un Glasgow inférieur à 9 et le scanner pathologique, combien de gens ont une hypertension intracrânienne? 37%. Donc ça montre bien toutes les limites de l'examen clinique et de l'imagerie. Ça donne une information pour le patient, mais un tiers de ces malades avec un état clinique grave et un scanner pathologique vont vraiment développer de l'hypertension intracrânienne. Alors, comment mieux sélectionner et décider chez les patients cliniquement évaluables et chez les patients sévères? Une des choses qu'on est en train de beaucoup travailler, c'est un monitoring non invasif, c'est-à-dire trouver des signes indirects de souffrance cérébrale qui augmentent les probabilités que le patient devant nous, si monitoré, puisse vraiment avoir une hypertension intracrânienne. Et sur la balance risque-bénéfice, ça veut dire que je mets un cathéter à un patient qui a de grandes probabilités qu'il ait une hypertension intracrânienne, j'évidemment gagne en réduisant les risques de mettre un cathéter chez quelqu'un pour lequel il ne sera jamais utilisé. Quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser? Je vais pouvoir utiliser, par exemple, un pupillomètre. L'anomalie de la fonction pupillaire avec l'MPI que vous connaissez inférieur à 3, c'est un facteur de risque pour l'hypertension intracrânienne. Si on est des bons échographistes et on regarde la gaine du nerf optique, la gaine du nerf optique, c'est une gaine qui est remplie d'ulcères, et quand il y a une hypertension intracrânienne qui va obstruer la distribution de l'ulcère, cette gaine, elle va s'élargir en taille. Donc, une gaine nerf optique élargie, de 5,5 ou 6 mm, c'est un facteur de risque pour avoir une hypertension intracrânienne. Si on fait de l'échographie Doppler et on voit une anomalie de vitesse du débit cérébral, un débit qui baisse, qui devient très pulsatile, c'est un signe indirect d'hypertension intracrânienne, ou on a des outils, je vous montre juste après, qui veulent directement estimer la compliance cérébrale. Alors, ce qui est très important, c'est que ça, c'est un travail que Lorenzo a fait avec d'autres personnes pour l'union de consensus qu'on a fait l'année passée à Bruxelles, qui justement a essayé de regarder quel est, dans la littérature, le rôle prédictif de chaque outil pour prédire une hypertension intracrânienne. Aucun de ces outils, il est parfait. Donc, si vous utilisez un seul outil, il y aura toujours un certain degré d'imprécision. Avoir 2, 3, 4 outils utilisés en même temps, avec 2, 3 ou 4 d'entre eux qui vous donnent la même information, il y a un problème au niveau cérébral, augmente les probabilités que le patient ait vraiment une hypertension intracrânienne. Vous comprenez bien que si on veut estimer la pression intracrânienne, il faut une approche multimodale qui regarde aux conséquences de la pression intracrânienne à différents aspects cérébraux. Et quels sont les différents aspects? Soit j'ai une baisse de la pression de perfusion cérébrale, je le vois très bien avec le Doppler, soit j'ai une compression du tronc cérébral, je le vois avec le mésencéphale qui est altéré grâce au réflexe pupillaire, soit j'ai une obstruction à l'ulcère, c'est la gaine du nerf optique, soit je peux regarder ou estimer directement la compliance cérébrale. Donc tous ces outils, ils vont regarder des conséquences différentes de l'hypertension intracrânienne sous la perfusion, le tronc cérébral, la circulation de l'LCR ou le rapport pression-volume. C'est pour ça qu'on doit faire au moins 2 qui vous donnent l'information qui sont tous les 2 pathologiques, en se disant, si un malade comme ça, j'ai un doute sur le monitorer ou pas monitorer, si le système non invasif nous dit que tout est pathologique, il faut aller très rapidement vers un monitoring de pression intracrânienne. Alors cet outil, le monitoring de la compliance, c'est, comme je dis souvent, un peu l'outil des pauvres. C'est-à-dire, théoriquement, n'importe qui sans expérience pourrait l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se base sur le concept que la rentrée de sang à l'intérieur de la tête va générer une certaine pulsatilité de la courbe de pression intracrânienne. La courbe de pression intracrânienne, chez moi, si vous mesurez maintenant, c'est une courbe qui a une première pic qui a fait l'entrée de sang dans le cerveau,
un deuxième pic plus petit, qui sont les petits vaisseaux, les capillaires qui se remplissent de sang, qui sont très compliants, ils se remplissent de sang sans générer beaucoup de pression. Et un troisième pic encore plus bas, qui est la fermeture de la valve aortique au niveau systémique, qui se transmet au niveau des vaisseaux du cerveau. Et pourquoi tout ceci est important? Parce qu'en fait, dès que nous avons une modification de la compliance intracrânienne, on va voir comment le rapport entre le premier, le deuxième et le troisième pic, il va changer. Il va changer comment? Ça, c'est une courbe de pression intracrânienne normale. P1 est plus élevé que P2, est plus élevé que P3, et c'est une forme d'un triangle. Vous voyez? Triangle. Avec l'hypoténuse qui est ici. Dès que le cerveau devient peu compliant, on voit que le deuxième pic, il devient égal ou plus élevé que le premier. Ça témoigne quoi? Il y a une augmentation du volume intracrânien qui commence à épuiser le mécanisme de compensation. Et la forme la plus grave, c'est un aspect pyramidal, c'est plus un triangle, c'est un pyramide avec les trois pics qui sont presque fusionnés. Ça, c'est un cerveau qui n'a plus aucune capacité de compensation. Donc, simplement en regardant la courbe de pression, on a cette information. Alors, vous allez me dire, OK, ça c'est bien, si j'ai une courbe de pression, mais tu nous as dit qu'il faut regarder ça avant de mettre la pression intracrânienne. Eh bien, au Brésil, ils ont développé un outil non invasif qui, grâce à un oscillomètre, mesure de façon non invasive la courbe de pression intracrânienne. Et tout ça, en fait, c'est un système qui a été développé par une industrie. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, heureusement. Et en fait, cette industrie a permis de comparer le rapport entre P2 et P1 mesuré par le routine non invasive versus le P2-P1 mesuré par le cathéter intracrânien. Regardez la différence entre les deux, c'est 0,1. C'est-à-dire c'est ultra précis pour calculer un rapport P2-P1. Donc c'est un outil qui est fort utilisé au Brésil. Il y a peut-être moins d'utilisation de pression intracrânienne, ils ont plutôt pour le non-invasive. Mais si vous translatez ça dans notre réalité, ça peut être un outil non invasif pour estimer les modifications du rapport P2-P1 qui témoignent une perte de compliance à un patient à très haut risque d'hypertension intracrânienne. Tout ce que je vous ai dit ici, ça a été résumé dans ce papier publié sur Intensive Care Medicine qui s'appelle Be-Iconic. C'est un consensus qu'on a développé ici à Bruxelles qui justement recommande dans les situations dans lesquelles on n'a pas de monitoring de pression intracrânienne parce qu'on n'a pas, le neurochirurgien n'a pas les sous, ou il y a une contre-indication parce que le patient est anticoagulé, ou il a une contre-indication, ou on a un doute si oui ou non le mettre, on peut utiliser du non-invasive pour voir que si au moins deux de ces outils montrent un signal pathologique, il faut certainement aller vers le monitoring de ce patient. Et donc, pratiquement, le patient qui arrive à l'hôpital, traumatisé crânien, qui est inconscient, on a un doute par rapport au scanner, on lui fait un Doppler, un pulviomètre et tout ça. Et s'il y a au moins deux outils qui montrent qu'il y a vraiment une anomalie intracrânienne, il faut tout de suite traiter et monitorer la pression intracrânienne le plus vite. On a regardé les composants de la pression intracrânienne, on a regardé la définition d'hypertension intracrânienne, on a vu comment on la monitorise. La question est, quand on obtient une valeur, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est une des questions les plus importantes, parce que quand un malade il est cliniquement évaluable, il a un monitoring non invasif de la pression intracrânienne, qui en fait est une estimation de la pression intracrânienne, je monitorise le patient, je regarde sa clinique, mais je traite seulement s'il a un problème clinique. Un patient qui est cliniquement bien, qu'il arrive bien, qu'il a un Doppler pathologique, il n'a pas besoin d'être traité. Il est traité s'il développe des signes cliniques. Très important, la clinique vient avant le monitoring, il vient après la thérapie. Le monitoring, il ne va pas induire un traitement. C'est totalement différent chez le patient qui nous intéresse le plus, c'est le patient cérébrolésé grave, parce que là, par contre, je n'ai pas de clinique. Il est souvent sédaté, il est souvent endormi, et du coup, malheureusement, le monitoring de pression intracrânienne est le seul outil que j'ai pour décider quand donner un traitement. Et ça, c'est la grosse différence entre adapter le traitement à la clinique du patient versus se baser seulement sur le monitoring. Quand on a le monitoring, on a besoin d'un protocole thérapeutique. Et
je vous en montre un qui est celui-là qui est validé pour le trauma crânien, qui fait partie des guidelines dites de CIBIC, parce qu'on les a fait à Seattle, qui vous dit que devant un trauma crânien sévère, intubé ventilé, qui va avoir ou qui a reçu un monitoring de pression intracrânienne pour toutes les raisons qu'on a dit, pour éviter, enfin, le premier niveau de traitement, avant même que la pression monte, est traiter les agressions cérébrales secondaires. Maintenant, vous le savez, tout phénomène systémique contribue à monter la pression intracrânienne. Sodium, pression artérielle, le CO2, la température. Donc, avant de faire des trucs extraordinaires, on commence par les trucs simples. On contrôle les phénomènes systémiques qui peuvent tous influencer la pression intracrânienne comme niveau zéro de traitement. Si malgré le contrôle de tous les facteurs systémiques, on mesure cette pression intracrânienne et elle dépasse une certaine valeur, dans ce protocole c'était 22 mm de mercure, eh bien, on commence à donner un traitement. Et le traitement par palier, niveau 1, niveau 2 et niveau 3, ce n'est pas un traitement du plus efficace au moins efficace. C'est un traitement, en fait, qui sont tous efficaces et qui vont du moins toxique au plus toxique. Le choix, ce n'est pas un choix d'efficacité, mais c'est un choix balance risque-bénéfice. C'est pour ça que le niveau 1, on donne en gros de la sédation, on met le PCO2 entre 35 et 38 et on donne du mannitol. Si on a un monitoring de DVE, comparatif de LCR, on retire aussi de LCR. Sinon, les trois premières interventions, osmotiques, mannitol ou solution salée, c'est la même chose. Sédation, sédation baisse le métabolisme, baisse le contenu artériel dans le cerveau, baisse la pression intracrânienne. Et la PCO2 entre 35 et 38, ça va se constricter un peu, ça baisse encore une fois la quantité de volume intra-artériel. Si tout ça ne fonctionne pas, on va au niveau 2. Qu'est-ce qu'on fait au niveau 2? On fait un truc qui est logique, on hyperventile davantage, 32, 35 de PCO2, pas trop bas. On met une paralysie musculaire où là, personne ne sait comment ça agit, mais dans plusieurs études, dans le nôtre, qu'on va bientôt publier, ça montre qu'à la pique baisse, probablement parce qu'on a un meilleur contrôle du CO2, personne ne sait. Et alors, on a introduit un concept qui est le MAP Challenge. Comment l'augmentation de la pression artérielle influence la pression intracrânienne? Eh bien, l'exemple sur cette slide, vous avez un patient qui a 70 de CPP et 23 de pression intracrânienne. Je montre à l'EVO pour le mettre à 90 de pression artérielle, de CPP. Si les vaisseaux du patient réagissent de façon normale, c'est-à-dire quand je monte le stimuli, la pression transmurale, ils vont se constricter, c'est la réponse normale d'un système artériel qui est fonctionnel. On diminue la quantité de sang, de volume intra-artériel, ce qui fait baisser la pression intracrânienne. Donc l'augmentation de la pression avec une évolution de la pression intracrânienne opposée montre que les petites artérioles qui règlent le débit cérébral réagissent bien à la stimulation externe et ça permet de contrôler la pression intracrânienne. Si on a ça, c'est bien, on laisse le patient en un an de moyenne. Si j'augmente la pression artérielle et mes vaisseaux sont absolument non réactifs, ils se laissent passivement dilater, ils ne sont pas réactifs à la stimulation externe, j'augmente le volume intracrânien et la pression va augmenter. Donc, le MAP Challenge qui a été introduit en cas de pression intracrânienne difficilement contrôlable, il est au niveau 2 parce que, il faut mettre des vasopresseurs aux patients et parce que pas tous les patients vont réagir. Il y a un risque qu'en augmentant la pression artérielle, la pression intracrânienne puisse augmenter. Et donc, il est mis au niveau 2 parce qu'il y a plus d'effets secondaires potentiels que la sédation, le mannitol et l'hyperventilation très légère. Si tout ça ne fonctionne pas, là, on va dans le traitement de sauvetage. Qui sont très bien pour baisser la pression intracrânienne, mais plein d'effets secondaires, qui sont, comme à Panto, le barbiturique à haute dose, la craniotomie décompressive ou l'hypothermie à 35 degrés. Alors, est-ce que tout ça marche bien? Est-ce que c'est publié, les gens l'ont imprimé, ils ont mis dans le slide, on a traduit en toutes les langues, les gens ont salué ce protocole thérapeutique comme un truc super efficace parce qu'ils disaient les guidelines, ils nous disent il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. On ne sait pas comment traiter les malades. Avoir enfin un protocole thérapeutique, ça permet aux gens de savoir comment traiter par palier les malades. Alors, la première limitation de cette approche, c'est qu'il est proposé pour les traumas crâniens, mais pas pour les autres pathologies cérébrales. Est-ce que ça marche dans la HSA? Est-ce que ça marche dans la vessie ischémique?
Est-ce que ça marche dans l'œdème cérébral diffus, dans le méningite, dans l'hématome intracrânien? On ne sait pas. Et même beaucoup de guidelines, ils disent par exemple, il ne faut pas monitorer la pression intracrânienne en cas d'AVC ischémique. Tout simplement parce qu'en fait, le niveau de pression intracrânienne auquel il y a un risque plus important de décès pour le patient n'est moins bien défini. En gros, on a un monitoring de pression, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec, et du coup les gens disent, autant pas le mesurer. Vous voyez bien que, malgré tout ce que je vous ai dit, il reste des controverses dans la pathologie cérébrale aiguë qui n'est pas le trauma crânien. Pourtant, on continue régulièrement à monitorer la pression intracrânienne dans la HSA. On a encore récemment monitoré la pression intracrânienne pour une thrombose du sinus. On le fait régulièrement pour les cérébrologies graves. Mais cette valeur de pression intracrânienne partie duquel le cerveau est en danger, c'est nettement moins identifiable. La deuxième limitation, c'est un peu l'approche non réfléchie. C'est-à-dire que je donne un niveau d'intervention 1, 2, 3, indépendamment du mécanisme qui fait que la pression intracrânienne s'élève. Si votre patient a une pression intracrânienne à 30, il a 40 de fièvre, il ne faut pas lui donner du mannitol, il faut traiter la température. Et alors, ce qui est très embêtant, c'est qu'en fait, en fonction du mécanisme qui fait que la pression s'élève, on aurait un traitement qui serait beaucoup plus efficace. Par exemple, si vous avez une grosse patate dans la tête, c'est beau donner du mannitol, il faut un chirurgien qui vienne enlever l'effet de masse. Mannitol, il ne va pas aspirer du sang, ni l'abcès, ni la tumeur. Il faut que l'effet de masse soit enlevé. Si vous avez un patient qui a la tête sur le côté ou qu'il a un cordon trop serré au niveau du cou qui serre les jugulaires, il faut seulement le mettre bien droit, desserrer le tube et vous gagnez 4 à 5 mm de mercure. Si vous avez un problème d'ulcère en excès, il faut drainer ça de l'extérieur ou mettre bien le patient à 30 degrés pour que l'ulcère descende bien vers le bas. C'est des interventions très stupides quand on les voit écrites comme ça et assez logiques, mais qui en fait ne traitent pas la pression en tant que telle, mais une pression élevée en fonction du mécanisme. C'est exactement ce qu'on dit depuis des années. Quand un malade il est hypotendu, on peut donner du liquide ou des vasopresseurs. Ben, le mécanisme dans un choc hémorragique d'hypotension n'est pas le même qu'un choc anaphylactique. Vous comprenez bien que donner des vasopresseurs à un choc hémorragique qui est très hypovolémique, ça ne va pas forcément changer la perfusion des organes. Donc, ce qui nous manque énormément, c'est une approche sur le traitement de la pression intracrânienne qui est basée sur les mécanismes. La troisième grosse limitation de cette approche, c'est le fait qu'on travaille sur une valeur fixe. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'est ça. Ça, c'est une carbonara. Carbonara, si vous allez manger la carbonara à Rome, la plupart des restaurants, la carbonara est de très haut niveau. Pourquoi? C'est une recette. La carbonara, c'est comme ça qu'on la fait. Pas avec la crème fraîche, pas avec la pancetta. C'est comme ça qu'on fait la carbonara. Sinon, c'est de la merde. Okay? Et donc, ça marche parce qu'en fait, quand vous voulez carbonara, c'est la carbonara. C'est comme ça qu'on la fait. Par contre, si on imagine d'appliquer un truc de je traite la pression intracrânienne de basse le vent à tous les malades, on imagine que tout cerveau va tolérer jusqu'à 20 mm de mercure de pression intracrânienne et pas 21. Donc à 19, le patient est nickel, à 21, il est en train de mourir. Ça n'a aucun sens biologique. Aucune variable biologique, elle est normale ou anormale, mais un énorme range de normalité avec des valeurs extrêmes qui sont très pathologiques. Donc vous comprenez bien que cette approche, oui, non, il faut traiter, est vraiment très limitée par le fait de leur donner une valeur de normalité. Et donc, une approche plus intelligente, c'est dire, OK, c'est pas la carbonara, c'est le feu. Quand je suis arrivé en Belgique, je voyais que rouge et vert. Orange, ça n'existait pas. Faisons orange, on passe. J'ai découvert qu'apparemment, orange, il faut même se poser des questions. Et donc, on pourrait imaginer que plutôt que de faire oui, non, on pourrait se dire, bah, s'il est au-dessous de 15 mm de mercure, c'est qui est la valeur physiologique, on est assez OK. Si au-delà de 25, de façon prolongée, c'est pas très bon. Et entre 15 et 25, eh ben, je ne sais pas. Je dois utiliser autre chose pour individualiser mes choix. Ben, figurez-vous que 80% de vos mesures vont tomber entre 15 et 25. Alors, comment on peut faire? Alors, si vous avez intelligence artificielle, ça peut être arrivé, le système, il peut vous calculer la dose de pression intracrânienne, qui est la somme de la valeur absolue fois le temps. Qu'est-ce qui vous dit ce graphique? Ce qui est rouge, c'est mauvais. Ce qui est bleu, c'est bien. Si votre pression reste en dessous de 15 mm de mercure, quoi qu'il soit la durée, c'est bon.
Si elle dépasse 25 mm de mercure pour quelques minutes, c'est mauvais. Et entre 15 et 25, eh ben, ça dépend de la dose. Donc, on peut imaginer qu'à calculer la dose, et il y a beaucoup de systèmes de monitoring qui vous calculent la dose de pression intracrânienne, c'est mieux que la valeur en temps voulu. Le deuxième concept, c'est très bien, ça vient des collègues de l'Amérique du Sud, c'est le concept de syndrome de compartiment intracrânien, comme le compartiment intra-abdominal. Je mesure la pression intracrânienne et je vois les conséquences de la pression intracrânienne sur les systèmes non invasifs. Donc, je fais pression intracrânienne plus Doppler, nerf optique, pupille et compliance. Si tout est dans le vert, nickel. Le patient, il est bien. Si tout est dans le rouge, il faut vraiment traiter. Et puis, il y a des patients où la pression est à 17 et le système non invasif vous dit il y a un problème. Est-ce qu'on doit faire des trucs? Peut-être non. Mais ce malade-là, si vous arrêtez la sédation, il monte à 40 de pression intracrânienne. Si vous le mettez à plat pour faire un scanner, il monte à 40 de pression intracrânienne. C'est un patient qui a un système qui est tellement épuisé dans sa compensation que chaque petite manipulation risque de le décompenser. Il ne faut pas forcément traiter, mais c'est un malade dans lequel je serais plus réticent à réduire l'intensité du traitement. Et puis, vous en avez d'autres qui ont une pression à 22, que vous avez désédaté, où tout est dans le vert. La réponse physiologique d'un cerveau qui se réveille est monter le métabolisme, monter le débit cérébral et monter la pression intracrânienne. Peut-être que ce malade-là, il faut juste rien faire. Le troisième concept, qui est le concept de riche, c'est que du coup, je vous dis, je m'en fous tellement de la pression intracrânienne, ce qu'il me faut savoir, est-ce que le cerveau reçoit suffisamment d'oxygène. C'est comme la pression artérielle. Je m'en fous qu'elle soit 60, 80, est-ce que les organes sont bien perfusés. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je rajoute à la pression un monitoring d'oxygène et je trouve une situation dans laquelle la pression, elle est normale, l'oxygène, il est normal, je fais rien. La pression est élevée, l'oxygène, il est bas, je traite la pression intracrânienne. Et puis, j'ai 25% des patients qui ont une pression dite normale, 18, 19, 17, et ils ont une hypoxie tissulaire. Si vous ne la mesurez pas, vous ne la voyez pas. Et je peux encore faire des interventions hémodynamiques pour modifier la perfusion, l'apport d'oxygène au niveau des tissus et potentiellement limiter les lésions ischémiques. Tout ça, c'est approuvé. Il y a des études qu'on fait. Vous savez, on a fait l'étude Bonanza qui teste cette hypothèse. Et je dis l'hypothèse des riches parce qu'évidemment, pour avoir ça, c'est A, c'est régional et B, ça coûte très cher. Mais ça vous montre bien comment on a plusieurs hypothèses pour faire quoi? Pour individualiser. Je prends la valeur de pression intracrânienne, je mesure la dose, la compliance non invasive, je mesure l'oxygène, je fais du multimodal et j'essaie de choisir quel est le meilleur niveau de pression artérielle à laquelle il faut traiter. Et parfois en médecine, ne pas traiter, c'est un excellent choix. Donc, ma dernière slide est celle-ci, encore une fois utilisée avec l'AI, qui résume le concept de base. La pression intracrânienne est un paramètre important pour la gestion du patient cérébro-lésé. L'hypertension intracrânienne est définie par une pression qui dépasse 15 mm de mercure de façon prolongée, associée à un épuisement des mécanismes de compensation. L'hypertension intracrânienne elle est traitée quand la valeur est tellement élevée où les risques de décès en absence de traitement dépassent le fait qu'on décide d'attendre. Voilà pourquoi il y a une différence entre la définition d'hypertension intracrânienne physiologique et la valeur à laquelle on commence à traiter ces malades. Tout ce qu'on obtient de la littérature, c'est des données qui viennent du trauma crânien, donc sont limitées à la généralisation des pathologies non traumatiques. Et vous avez compris que quand on décide de traiter l'hypertension intracrânienne, on doit procéder par étapes. Et la médecine est très simple. Est-ce qu'il y a des facteurs confondants? La température, le sodium, la pression artérielle, le CO2. On commence toujours par ça, par le niveau tout bas. Tout ça est contrôlé. Je dois traiter la pression intracrânienne avec un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Donc, une approche fonctionne pour tout le monde, one size fits all, c'est ce que tout le monde utilise dans le monde entier. Dans des patients très compliqués, aujourd'hui, on peut essayer d'individualiser nos choix. En combinant le monitoring de pression avec des outils non invasifs ou invasifs, donc une approche multimodale, on va pouvoir identifier et individualiser les choix thérapeutiques et le niveau de pression intracrânienne à laquelle on va traiter ou on décide de tolérer. Et c'est ça toute la recherche qui est actuellement en cours, c'est de s'affranchir des valeurs fixes à laquelle on traite ces malades, tester, présenter plein de protocoles pour aller vers une approche individualisée. Voilà, c'était ma dernière slide. Vous avez des questions?
si vous avez des questions. J'espère que vous avez quelques questions. Fabio, Oui, moi j'ai une question que je me pose toujours, mais je pense que je pense que c'est du 50-50. Pourquoi on met pas le capteur de pression artérielle au niveau du trou de Monroe pour avoir, tu vois, vraiment la PPC en mode, parce qu'en fait on met toujours au niveau du cœur, donc en fait ta PPC, si tu mets pas tes deux capteurs au même niveau, tu pourrais pas vraiment avoir une PPC quoi. d'accord. Donc, ce qui dit comme est pourquoi on fait le zéro de pression intracrânienne sur le système de Monroe quand on a un DVE, hein, et on fait le zéro de pression artérielle sur le cœur. Alors, c'est une question qui existe depuis 50 ans. Les gens qui disent qu'il faut faire le zéro au niveau du tragus parce que ça reflète la pression de perfusion cérébrale mieux que si on le fait au niveau du cœur. Bah, si on utilise l'approche individualisée, Doppler, pupille et tout le reste, on s'en fout où est le zéro. Ce qui nous intéresse, c'est que à ce niveau de pression artérielle, n'importe où je fasse le zéro, la pression de perfusion cérébrale faite sur le Doppler soit adéquate. Donc, il y a le problème du zéro, ça revient au même problème de la pression intracrânienne en valeur isolée. C'est en fait se baser sur une pression intracrânienne, une CPP sur des valeurs cibles, parce qu'il faut cibler 60 de CPP, comme disent les guidelines, mais à la fin, vous comprenez bien que tout ça doit être individualisé. Si un patient il a un niveau de PPC à 55, Doppler il est OK, le pupilomètre est OK, tout le reste est OK, je ne vois pas pourquoi je devrais augmenter la CPP pour améliorer quoi si tout est normal. Et vice-versa, il y a des patients qui ont besoin d'une CPP plus élevée, quoi qu'il soit le zéro, parce qu'il y a des signes évidents d'une baisse de la perfusion cérébrale. Donc le point du zéro, pour moi, par rapport à ce que je vous ai dit, un rôle marginal si on inclut, en plus que la pression intracrânienne, des outils de monitoring supplémentaires. Ça vous permet en fait de répondre à la question, est-ce que la pression est assez contrôlée? Et si elle est assez contrôlée, est-ce que la pression perfusion cérébrale peut être améliorée par des niveaux différents? Oui, oui. Mhm. Tout à fait. Imaginons qu'il y a quelque chose qui reste, ces points-là, c'est raisonnable de passer le seuil, ça monte autour de un peu, il y a bien fait avec les Alors, le problème de la craniotomie est un problème important parce que, comme vous avez vu la boîte crânienne, on altère évidemment le rapport pression-volume. C'est logique. Hein, on se met à la pression atmosphérique, donc c'est logique que le cerveau il sort par le trou qui a été créé par le chirurgien. C'est logique, c'est pour ça qu'on le fait. Et qui, vu qu'il y a moins de résistance autour, bah, normalement, on va avoir une pression qui a baissé. C'est le but de la craniotomie décompressive. Alors, beaucoup d'études observationnelles mettent entre 14 et 15 mm de mercure, une valeur à laquelle un cerveau craniotomisé, s'il y a une pression qui dépasse cette valeur-là, a tendance à trop sortir au niveau du trou de craniotomie. Mais comme on a dit tout à l'heure, cette valeur 14-15, il ne peut pas être étendue à tous les malades. Il y a un malade qui a 15 de pression intracrânienne ou un cerveau qui est parfaitement en place, et 12 qui a 12 peuvent déjà venir. Donc, il y a deux aspects là-dedans. Le premier aspect est le monitoring multimodal. Le plaid transcrânien, les pupilles, par exemple, le nerf optique, te permet d'avoir une idée comment la craniotomie a influencé la perfusion cérébrale, le tronc cérébral s'il était engagé, la circulation de l'LCR. Malheureusement, il n'est pas suffisant. Parce qu'une des complications de la craniotomie décompressible, si tu laisses la pression monter al libitum, c'est que le cerveau s'engage dans le tout craniotomie et qui développe des lésions des cisaillements. Et tu n'as pas envie que le cerveau sorte en champignon de façon excessive, parce qu'en fait, la forme du cerveau, le volume du cérébral va toujours dépasser les marges de la craniotomie, même si elle a été la plus large possible par le chirurgien. Donc là, c'est une combinaison de deux types de monitoring. Le non-invasif pour regarder l'adéquation de la perfusion du tronc cérébral, de la circulation de l'LCR, comme tu fais chez n'importe quel autre patient. Ça va être beaucoup plus simple avec un monitoring avec un crâne qui a été enlevé. Le monitoring des compléances cérébrales, ça, il est beaucoup plus discuté, parce que vu que P1, P2, P3 dépend de la présence d'une boîte crânienne,
en absence de boîte crânienne, la pulsatilité du cerveau diminue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus de résistance, le cerveau devient moins pulsatile. Et donc, il faut combiner le monitoring avec le scanner pour voir si oui ou non le cerveau il prend sa place. N'oubliez pas que c'est déjà arrivé qu'il y a un patient qui fait une crâniectomie et puis on dit après, tiens, quand une pression élevée, qu'est-ce qui se passe? Il peut avoir un problème dans la dure mère, un hématome, quelque chose qui fait que le cerveau était crâniectomisé, l'os, on a enlevé l'os, le cerveau, il ne sort pas. Donc la pression te donne beaucoup d'informations qui ne sont pas seulement les complications du cerveau, mais aussi contrôler l'adéquation de la chirurgie, élargie. Donc c'est une combinaison de deux aspects, le monitoring et des scanners répétés en tout cas au départ, pour comprendre comment le cerveau s'adapte à l'absence d'os. Est-ce qu'il sort de trop? Est-ce qu'il a la place pour sortir? Est-ce qu'il y a une complication locale qui empêche au cerveau de sortir? Et c'est exactement ce qu'on fait à distance, quand le malade en fait il récupère et qu'il n'y a plus de bombement. Le chirurgien utilise le scanner pour décider le meilleur moment pour émettre l'os, pour éviter les complications liées à la pression atmosphérique. Donc ça, c'est très compliqué. Et vu que c'est très compliqué, ça implique un suivi multimodal qui ne peut pas être seulement radiologique, mais aussi avec les outils non invasifs pour avoir le plus d'informations possible. Ce qui permet de ne pas dire 14-15. 14-15, c'est un espèce de signe d'alerte, mais ça permettra de décider le niveau de pression à laquelle tu commences ou pas un traitement en fonction de ton patient devant toi. Voilà pourquoi il faut toujours compléter la pression avec d'autres outils de monitoring. Moi, j'ai une autre question, Fabio. Oui, comme. Je me disais, imaginons que ton patient, donc ils sont entre 20 et 25, mais que tu te vois que sur ton Doppler transcrânien, tu as un bon débit sanguin cérébral, donc on va dire que tu es à peu près en sécurité, ton pupillot est normal. Mais pour autant, c'est un instant T. Et tu peux te dire que si le tour des infis, c'est toutes les 2 heures, ou que toi, tu vas faire un Doppler 3 fois par jour, ça reste des instants T. Et est-ce que dans ces cas-là, tu vas avoir un PRX ou autre chose qui pourrait te donner une valeur un peu en continu, pourrait te permettre en non-invasif d'être donc moins agressif sur tes thérapeutiques, comme à Pinto ou autre, en étant en sécurité avec une pique entre 20 et 25, mais tu sais que ton débit en dessous est plutôt satisfaisant. OK. Donc, la question de com, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un PRX, c'est combiner le monitoring de la pression intracrânienne avec l'autorégulation. Alors, c'est ce que je pense, ça va être l'évolution dans les prochains mois, j'espère, pas années. C'est qu'en fait, les outils de monitoring, ils vont nous donner en même temps, en temps réel, la valeur de pression intracrânienne et le P2-P1 à chaque battement. Donc, on a du coup la pression intracrânienne. Certains moniteurs nous donnent la dose de pression intracrânienne et ils nous donnent un P2-P1. Et ça, c'est très important parce que vous avez trois valeurs qui sont en continu. Parce que, comme dit bien, il faut quelqu'un qui fasse le Doppler, qui ait le temps de faire le Doppler, le nerf optique, le pupillomètre. C'est des systèmes discontinus. Si on va du continu à trois modalités, on aura la valeur absolue de pression intracrânienne, le rapport P2-P1 et la dose de pression intracrânienne dans le NIR 2 heures. Ceci permettrait encore une fois de situer un malade dans une zone parfaitement green, P2P1 correct, pas de dose élevée, quelques pics de pression qui s'élèvent et qui disparaissent rapidement, versus un patient qui est dans une zone clairement rouge, la pression est limite, le P2P1 est altéré, la dose est vraiment vers des pics de plus en plus fréquents de pression intracrânienne, versus une zone orange qui est entre les deux, qu'il faut juste surveiller davantage. Ça, je pense que c'est beaucoup plus, comment dire, compréhensible de la part de tout le monde qu'est un indice d'autorégulation, parce que l'autorégulation, c'est très compliqué. Et je trouve que l'autorégulation, ça fait 40 ans qu'on en parle, et s'il n'a jamais percé dans le domaine de la neuroanimation en pratique clinique, c'est qu'il y a toujours des craintes par rapport à sa compréhension et son interprétation. Alors que la valeur de pression, c'est une valeur qui affiche une valeur absolue. P2, P1, ça sort comme un rapport, 1, 1.2, 1.3, et la dose, ça va être un pourcentage de valeur au-delà d'une certaine seuil. Donc ça, à mon avis, ça va être dans les prochaines années l'évolution. On attend que les firmes qui travaillent sur le monitoring de pression intracrânienne nous fournissent au lit du patient, en plus que la pression, aussi le P2-P1. Parce qu'en tout cas, certaines firmes sont en train de travailler dessus. Ok, merci. Merci, comme. Pas d'autres questions? Non? Tout était Moi, clair? j'ai une autre question. Si, vas-y. Souvent, on discute avec les neurochir de où est-ce que tu mets ta pique, où est-ce que tu mets ta PTO2. Et Oui. moi, comme ça, en théorie, j'avais plutôt tu mets ta pique côté lésion et ta PTO2 côté sein de ce que tu voudrais sauver. Mais bon,
tu peux toujours te poser la question que si tu mets ta pique côté lésé, bah, tu vas peut-être un peu, donc tu vas peut-être trop traiter, mais c'est vrai que si tu la mets de côté opposé, tu vas peut-être sous-traiter. Donc c'est un peu toujours la question avec les neurochires. C'est ça. Alors, pour le monitoring de pression intracrânienne, ça change un tout petit peu si l'intraparenchymateux ou l'intraventriculaire. Ça, c'est une slide qui a été dessinée par Andrew Mas. Vous savez, Andrew Mas, il est très connu dans le domaine de la traumatologie. C'est un neurochirurgien hollandais qui a terminé en fait sa carrière à Anvers, il était à Rotterdam avant, qui a investi toute sa carrière sur la recherche dans le trauma. Donc, la plupart des études essais randomisées dans le trauma crânien, laquelle la littérature vient de la pression intracrânienne, sont avec Andrew Mas qui est dedans. Et quand en 2017, ils ont fait ce papier, ils ont fait ce dessin, je pense que le dessin explique bien le concept de monitoring. On a tendance à monitorer le côté malade, parce que je vous ai expliqué l'effet de compartiment intracrânien avec un truc qui pousse sur l'autre. Donc, on a envie évidemment de monitorer le côté qui va le plus rapidement donner des informations importantes sur la montée de pression. De l'autre côté, pour le monitoring d'oxygène, qui n'était pas le sujet du jour, c'est le même principe. Si je mets le cathéter dans une zone saine, il va me donner une valeur normale qui ne va pas beaucoup m'aider. Parce que imaginez que vous avez un trauma crânien avec une grosse lésion temporale et un bon engagement sous-falcoriel, le cathéter, il est là, avant que ça devienne pathologique, tout le cerveau a hernié de l'autre côté. Quand je mets le cathéter du même côté que la lésion, je risque plus facilement, j'espère de trouver plus facilement une zone à haut risque d'hypoperfusion, pas trop loin d'une contusion, il y a plus d'édème, la concussion qui gonfle, la sudurale qui progresse. Et donc, ça, c'est les données de Claudia Robertson, qui est une neurochirurgienne qui gère le neurotrauma dans un grand neurotrauma au Texas. Elle a montré que la PBT2 a un valeur pronostique seulement si elle est placée du côté lésé. Donc, encore une fois, c'est bien étudié pour le trauma, moins pour d'autres pathologies. C'est toujours le même problème. Hein. Quand on parle de pression intracrânienne élevée, c'est beaucoup d'autres patients qui peuvent faire cela. Donc, on doit adapter ces concours du trauma à d'autres pathologies avec toute la limitation. On a tendance à choisir le bon côté. Et quand c'est une lésion diffuse, lésion axonale diffuse ou alors édème cérébral diffus, comme on peut observer dans les traumas, on peut observer dans les méningites et tout ça, ou certains arrêts cardiaques, on a tendance à privilégier le côté droit pour des raisons purement anatomiques. Et donc voilà, je pense que le choix et la valeur de pression, je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas que dans les pathologies focales, si on met un cathéter ici, un cathéter là, il est possible qu'il vous dise 19 et 14. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème qui est une pathologie focale, et en fonction de où je mesure, la pression, elle peut être différente. OK, mais s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tout le monde, merci comme à distance d'avoir été active. Voilà, merci. Avec plaisir. Ciao, ciao. Tu peux arrêter le partage, le partage, voilà.